c'est une moto qui est équipée d'un poly, donc on a enlevé les carénages d'origine afin de la protéger et surtout en cas de chute de moins endommager la moto. Donc tout ce qui est partie phare est enlevé, il y a une protection de réservoir et on a des coques qui sont en fibre de carbone et en fibre suivant les parties. Les parties qui ont besoin d'être renforcées sont doublées en carbone et en fibre. Donc en modification, on va avoir un tirage rapide YEC, donc GYTR maintenant chez Yamaha, qui permet d'avoir une course d'accélération qui est plus courte et du coup un meilleur feeling sur la moto. Du moins, moi c'est ce que je préfère par rapport à l'origine qui est un petit peu plus long. Et je précise que ça c'est quelque chose de personnel. Moi la poignée d'origine ne me gêne pas, me pose pas de problème. Après un tirage un petit peu plus court, c'est bien aussi. On va avoir les demi-guidons Rental qui sont réglables. Alors ils vont être très bien réglables au niveau de la largeur du guidon, mais aussi en termes de degrés. On peut cintrer ou ne pas cintrer les guidons et avoir, moi je préfère avoir les guidons un petit peu plus ouverts. D'origine ils sont fermés et au niveau de la position, je me sens mieux. Donc ça c'est très personnel encore une fois, mais c'est souvent qu'on voit ça sur des motos de piste. On voit aussi qu'on a un compteur Starline, c'est un compteur GPS, c'est un chrono GPS qui nous permet de voir les temps qu'on fait sur les circuits, de mettre des secteurs et voir où on peut travailler, progresser. Et l'avantage de créer des secteurs sur ce type de GPS, c'est de nous donner un ideal time, c'est-à-dire que par rapport au tour qu'on fait, il va voir là les secteurs où on est meilleur. Ce GPS, il est ultra fin, il va prendre un repère en fait tout seul, et dès que vous repassez à ce même repère, il va arrêter le chrono de manière très très fine. Pas besoin de plots, de câbles, vraiment on allume et on lit et ça fonctionne. Et ça vous donne donc le temps autour. Et ensuite, quand on sort de sa session, on peut regarder tous les tours, les chronos qu'on a fait. On voit qu'on a une fourche qui est différente. La moto est équipée d'une fourche Öhlins, donc qui est réglée pour mon poids, qui est une fourche qui est plus performante que d'origine par ses composants à l'intérieur. Les flux sont différents, les ressorts. Et du coup, on a une moto qui est vraiment équipée pour la piste et qui est réglée à mon poids et du coup à mon pilotage. Voilà. Il y a les protections de fourche qu'on voit là. Donc ça permet en fait lors d'une chute que la moto puisse glisser sur ce point-là et non sur la fourche. Avec ça, on a un amortisseur arrière Öhlins, pareil, un TTX36, pareil, toujours qui est réglé à mon poids et à mon utilisation. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont des amortisseurs, à la fois la fourche comme l'amortisseur, qui ont donc des organes à l'intérieur qui sont beaucoup plus sophistiqués. En gros, il y a beaucoup de conduits supplémentaires par rapport à un amortisseur d'origine. Sur les compressions lentes et compressions intermédiaires, compressions rapides, ils ont plein en fait, de systèmes de clapets qui régulent, qui maîtrisent l'enfoncement des suspensions à la fois à l'arrière comme à l'avant. Ensuite, il y a une qualité de lubrifiant dans l'amortisseur très supérieure qui permet d'avoir des performances qui sont plus stables dans le temps. Amortisseur à chaud. Les mauvais amortisseurs en fait, vont se dégrader en termes de comportement, alors qu'un bon amortisseur va avoir des performances stables. Pas tout à fait constantes, mais presque. Et puis, dernier point, il en parlait, le fait de pouvoir régler sur mesure à la fois l'hydraulique, mais aussi la partie précontrainte et ressort, puisqu'on peut mettre un ressort sur mesure calibré en fonction du poids du pilote. Et vous voyez qu'on ne fait pas tout à fait le même poids. On n'est pas tout à fait égal. Alors, c'est mieux qu'il ait quelque chose pour lui quand même. Voilà. Et sachant que quand on fait régler un amortisseur, ce qui est très important, nous on fait partie du réseau Öhlins, on va vous poser des questions puisque ça c'est valable autant pour une moto de piste qu'une moto de route. Et on sait régler vos amortisseurs à votre poids et à votre utilisation. C'est-à-dire que si vous faites du duo, que vous roulez avec vos compagnes, mais de temps en temps vous faites du circuit, on sait vous faire ces préparations-là pour que votre moto soit homogène dans tous les cas et performante dans tous ces cas-là. Par exemple, sur cette moto-là, elle est équipée, elle est réglée aussi avec mon poids, moi et mon équipement. Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes règlent les amortisseurs juste en fonction du poids du pilote et son utilisation. Il n'y a pas que ça, il y a aussi quand on va faire de la piste, on se rajoute facilement 5 kg, on ne se rend pas compte. Mais la combinaison, le casque, les bottes, etc. C'est vrai que des amortisseurs d'origine peuvent tout à fait convenir pour quelqu'un qui va rouler en débutant ou intermédiaire. Moi, je fais 65 kg. Moi-même en confirmé, je suis déjà tout à fait bien, même en faisant des bons chronos, avec des amortisseurs d'origine. Maintenant, évidemment, quand on me met ça, je vois la différence, c'est clair. Mais pour lui... c'est la première année où vraiment, c'est à la fin de l'année dernière où je me suis rendu compte que les amortisseurs commençaient à être en défaut. Oui. Alors par mon poids et mon niveau, mais le poids est aussi pour quelque chose. Cet hiver, entre la tartiflette et la perte de poids, j'ai préféré la tartiflette, soyons honnêtes. Ça lui coûte un amortisseur et une fourche, mais bon, je dis ça après, chacun fait son choix.
Non, non, mais il a progressé et ça se justifie en Voilà, tout cas par rapport effectivement, au niveau et au poids. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire directement. On peut vraiment prendre beaucoup de plaisir avec la moto d'origine. On a protégé la moto, donc on parlait du poly tout à l'heure. Il y a plusieurs autres choses qui sont sur la moto en termes de protection. On va avoir les protections de cadre en carbone, les protections de bras oscillants aussi en carbone, et le set de protection moteur qui vient se mettre directement sur le moteur, qui vient sur les caches. Donc on a de ce côté, on a de l'autre côté aussi. On va avoir sur le carter d'embrayage et de ce côté-là, et la grille de radiateur. Pourquoi toutes ces protections? Alors certes, ça donne un effet esthétique, mais surtout ce qui est important, c'est pas seulement la glissade sur la piste. Ce qu'on va avoir, le risque principal, c'est le bac à gravier. Quand on va aller dans un bac à gravier, la plupart du temps, on finit par tomber parce qu'on a un effet d'amortissement. Voilà, on se fait freiner et on s'enfouit. Le souci, c'est que si on fait ça, ça va, on va tomber doucement. Mais si on vient faire une glissade vraiment dans le bac à gravier, ça va faire comme du bitume, même pire, ça va faire des projections de gravier et vous allez avoir des petits points de partout d'impact. Des impacts. Graviers, ouais. Donc tout ça, c'est là pour protéger. Et la grille de radiateur, les grilles de radiateur sont là aussi pour protéger, effectivement pour un caillou dans le bac à gravier qui viendrait, mais aussi il y a des fois, il y a des débris sur la piste. Et si on se prend un débris qui vient d'une roue arrière lancée à fond, on va endommager notre radiateur et cette grille est là pour protéger justement le radiateur. Donc en termes de protection, c'est vraiment le set minimum qu'on conseille pour faire la piste si on ne veut pas abîmer sa moto. Après, s'il y a vraiment un minimum, c'est au moins les protections moteurs et la grille de radiateur. Après, les protections carbone, c'est un plus, c'est mieux de le mettre. On n'est pas obligé de commencer et de mettre ça directement. Alors sur la moto, après, on a mis une demi-ligne Spark. Cette demi-ligne, l'avantage, on a un gain de poids qui est énorme puisque c'est du titane comparé à l'échappement d'origine, et surtout on a pu enlever le catalyseur. Deux avantages, on a une performance qui est un petit peu accrue avec ce type d'échappement, mais on a aussi une performance sur les échanges thermiques, c'est-à-dire que la moto va moins chauffer du fait qu'on a supprimé le catalyseur. Pour le bon fonctionnement du catalyseur, on a besoin qu'il y ait de la chaleur qui soit gardée dans l'échappement et une chaleur importante de fonctionnement, ce qui fait que ça fait chauffer un petit peu la moto et que c'est déjà une moto qui chauffe un petit peu. Donc effectivement, quand on enlève le catalyseur, on a un meilleur rendement et la moto chauffe beaucoup moins. Alors on va vous faire écouter le bruit quand même. Hein. Voilà. Voilà, c'est quand même beau tout ça. Donc on rappelle, là on voit sur la vidéo la moto à la chicane. Mettez vos chicanes sur circuit. Ça ne fait pas baisser la performance. Par contre, ça nous permettra de rouler des années encore futures. Parce que malheureusement, le bruit, il faut faire de plus en plus attention. Voilà. Et ça ne diminue pas la puissance de la moto. La moto fonctionne très bien. Elle a été développée pour fonctionner avec cette chicane. Donc on n'est pas obligé de l'enlever. Voilà. Celui qui enlève ça, il va casser les pieds à tout le monde. Il va gagner un cheval, c'est super. Et après, je vais lui mettre une leçon et je vais lui montrer qu'avec une moto qui a 2 fois moins d'équipement que lui, et en tout cas avec une chicane, il se fera doubler mais tous les jours. Donc s'il vous plaît, faites attention, respectez le bruit, les riverains qui sont autour des circuits, et voilà, mettez les chicanes. Après, en termes de pneumatiques, on est sur des Pirelli Superbike, SC2 à l'arrière et SC1 à l'avant. Le SC, c'est la dureté de la gomme. Donc chez Pirelli, on va de 0 à 3. 0, c'est pour une gomme ultra tendre. 1, on a une gomme tendre, déjà très tendre. SC2, on a une gomme tendre intermédiaire. Et SC3, on a une gomme qu'ils appellent type endurance. Le SC3 est vraiment réservé pour l'endurance parce que le pilotage n'est pas le même. On peut mettre du SC3 pour du roulage, mais je ne vous conseille pas. C'est vraiment une gomme qui est un petit peu différente, qui met un peu plus de temps à chauffer. Alors certes, elle a une durée de vie plus importante, mais ce n'est pas conseillé à mettre dans les mains de tout le monde. Pourquoi on a une gomme qui est différente à l'avant et à l'arrière sur la moto? On a un SC1 parce qu'on a besoin que la moto, le pneu avant, ait un très bon grip et surtout qu'il garde ce grip. Le SC2, on a un pneu qui est en gomme tendre intermédiaire. Pourquoi lui est en SC2 et pas en SC1 comme à l'avant? On pourrait très bien le faire. La seule chose, c'est qu'on l'endommagerait plus rapidement. L'arrière, lui, il a un effet de contrainte qui est dû par la rotation de la roue et les accélérations. Le pneu avant, lui, il n'a pas ces contraintes-là. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir une gomme qui soit plus tendre et qui garde mieux la température. Un pneu arrière, ça fait à peu près ce qu'on disait 1 à 2 journées suivant comment on roule et le circuit et les conditions climatiques. Météo, oui. Ouais.
Un pneu avant, ça fait entre au moins une saison. Une saison, ça veut dire potentiellement 8-10 roulages, voire plus. On préfère aller chercher un peu plus de grip encore en mettant un SC1 à l'avant, puisque c'est là où c'est le plus dangereux de perdre l'adhérence, et mettre un SC2 à l'arrière qui est déjà une gomme très tendre et qui va donner déjà une excellente adhérence, mais avoir une usure un peu moindre, puisque je vous dis déjà, quand on fait 1 à 2 journées, ça fait déjà un certain budget. Voilà. Donc voilà pourquoi SC1 et SC2. Après, en termes de démultiplication sur la moto, on a changé la démultiplication. On a une couronne plus 3 dents. Voilà. On a changé la chaîne aussi parce que quand vous changez la couronne, le souci c'est que la chaîne d'origine est trop courte. Donc pourquoi on change la chaîne aussi? C'est pour pouvoir faire des réglages au niveau du bras oscillant et pas avoir le pneu qui est trop près, la roue pardon, qui est trop près, qui est moins. En fait, si vous voulez, quand on va mettre une chaîne plus courte, on va avoir l'empattement de la moto qui va être raccourci. L'empattement, c'est la distance entre l'axe de roue arrière et l'axe de roue avant. Quand on va réduire l'empattement, on va avoir une moto qui est beaucoup plus véloce, plus agile, un petit peu plus rapide, plus agile, mais qui va avoir tendance à plus cabrer facilement. Moins posée au sol, et donc du coup, en sortie de courbe, parfois ça peut être un petit peu gênant. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins, ça c'est plus personnel. Concrètement, voilà. En termes d'efficacité, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que si on veut avoir une moto qui accélère, il faut qu'elle reste accrochée au sol. Et plus elle est longue, et plus elle reste accrochée au sol. Après, l'inconvénient, c'est que quand on a une moto longue, on a une moto qui est moins agile aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est un compromis. Voilà. Mais en général, le réglage d'origine est un très bon réglage. C'est absolument pas une bonne idée de raccourcir l'empattement. Voilà. Ensuite, la démultiplication. Pourquoi on met une démultiplication plus courte? C'est déjà alors pour les circuits, pour avoir une meilleure relance. Et la moto d'origine, de toute façon, la R1, quand elle est livrée par l'usine, elle est livrée pour être homogène dans tous les types d'utilisation. Là, on a une utilisation qui est exclusivement pour la piste et on a besoin d'avoir une moto qui a de la relance, qui soit agréable à conduire et que sur les petits circuits, on ne soit pas tout le temps en première parce que concrètement, ou en deuxième, concrètement, avec la démultiplication d'origine, c'est ce qui se passe. On ne peut pas se servir correctement de la boîte et du coup de la moto. On est avec des rapports qui sont longs, en sortie de courbe, on n'est pas sur les bons rapports, on a une mauvaise relance. On a même sur des virages à faible vitesse des régimes qui sont trop bas parce qu'en fait on est obligé de revenir sur la première et même en première on est encore à des régimes trop bas, ce qui fait qu'on a du mal à relancer. Il faut comprendre que Yamaha a besoin pour des raisons d'homologation d'avoir un régime à une vitesse pour respecter un bruit. Et donc, ils ont un rapport de démultiplication qui est extrêmement long. D'origine, ça prend 185 km/h au compteur en première. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, avec la démul qu'on met, on arrive à peu près à entre 140 et 150 km/h en première. Donc, ça vous donne une idée, on raccourcit quand même pas mal. Et ça nous permet de ressortir dans des courbes à 40 km/h en première. Et quand on remet les gaz, que la moto, elle puisse vraiment tirer très fort. Parce qu'avec la démul d'origine, ça va pas. Pour ceux qui peuvent se poser la question, parce qu'il était vrai sur certains modèles, on n'a plus besoin de mettre de speedo oiler ou autre pour la vitesse, sachant que la vitesse maintenant est prise sur les cibles ABS, donc, ou les cibles TCS, les cibles assistance. Donc du coup, on n'a plus besoin de tricher pour expliquer qu'on a une démultiplication différente. Là, le compteur vous donne la bonne vitesse, même en changeant votre démultiplication. Donc hormis une couronne et peut-être une chaîne suivant ce que vous faites en démultiplication, il n'y a pas besoin d'investir dans un boîtier pour que la vitesse compteur soit la bonne. Voilà. Et on va préciser qu'en chaîne, il y a plusieurs qualités. Là, on est sur de la chaîne à joint torique, type GP. C'est vraiment une utilisation piste. Hein. Mais il existe, je vous le dis, moi qui faisais la mécanique sur des motos de compétition, les chaînes de motos de compétition, les vraies, ce sont des chaînes qui n'ont pas de joint torique. Et en fait, vous le voyez tout simplement quand vous tournez la roue. Vous voyez, la roue, elle s'arrête là. Avec une chaîne sans joint torique, la roue, elle tourne pendant 20 secondes, 10 secondes. C'est vraiment, on voit bien qu'il y a plus de frottement. Alors l'avantage d'une chaîne comme celle-ci, c'est qu'il y a moins d'entretien, on a moins besoin de graisser et elle dure plus longtemps. Par contre, une chaîne sans joint torique dure moins longtemps, doit être plus entretenue, mais il y a moins de pertes par frottement. Donc, quand on va chercher les pouillèmes, on met une chaîne pour gagner un cheval et demi. J'ai pas mesuré, mais enfin, c'est de cet ordre-là. On a aussi fait l'inversion de la boîte.
Alors, l'inversion de la boîte, c'est ni plus ni moins qu'on a changé le système de bras de levier. Hein. C'est déjà fait d'origine, il y a juste à tarauder différemment. Et ce qui permet qu'on puisse passer les rapports supérieurs. Donc, quand on veut passer en 2, 3, on va appuyer. Et pour rétrograder, on va lever. Donc, ce qui est à l'inverse de l'utilisation normale. Ça peut faire peur à beaucoup de gens. Mais je vous rassure, une fois que vous avez goûté à ça, vous vous demandez pourquoi votre moto n'est pas comme ça normalement, même sur la route. Pourquoi? Parce que dès que vous roulez un petit peu, en fait, sur circuit, il y a des fois, on a besoin de passer des rapports supérieurs en sortie de courbe ou sur l'angle. Donc on est penché, et ben, le souci, c'est qu'on ne peut pas mettre son pied. On n'arrivera pas à mettre son pied, on sera bloqué. Alors que là, pour passer un rapport supérieur, il suffit juste d'appuyer. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple et c'est logique. C'est pour ça que toutes les motopistes ou compétitions, pour la plupart, sont en boîte inversée, parce que l'utilisation est juste naturelle en fait. Au niveau accès connectivité, on a mis un chargeur de maintien de batterie et d'entretien. Donc on a une prise rapide qui est ici, qui ne nécessite pas d'enlever la selle. Ce chargeur, il peut être laissé à demeure pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Il va faire travailler votre batterie et il va éviter que votre batterie soit endommagée. Sur ces motos, c'est des batteries qui sont très petites pour réduire le poids. Et donc du coup, c'est bien de les laisser sur chargeur de maintien quand on ne s'en sert pas, ne serait-ce en hivernage ou même entre une journée de roulage différente. Si vous avez une semaine, vous pouvez la brancher, ça fera toujours du bien à votre batterie et ça la permettra de durer plus longtemps. De l'autre côté, on a mis la prise diagnostic qui est accessible, qui se trouve ici. Hop. Pourquoi on l'a mise là? Le souci avec les motos, les R1 à partir de 2015, c'est que si vous avez un code défaut, vous ne pouvez plus accéder à vos menus et à vos réglages. Code défaut, si vous avez une chute, il va compter que c'est un code défaut. Donc du coup, nous, quand on fait sur nos organisations pistes, on vient toujours avec l'outil diagnostic pour éviter. Et pour éviter le démontage, on l'a mis en accès rapide. Au niveau du freinage, à l'avant, on a changé le maître cylindre. On a retiré l'ABS, bien évidemment. On a mis des diurites aviation en direct. Donc une durite avia, ça sert à limiter la déformation en fait de la durite. En fait, ce sont des durites qui n'ont quasiment pas de déformation lorsqu'on met la pression dans le mètre cylindre. Et plus on a un mètre cylindre qui va être puissant, plus on va avoir la possibilité de déformer légèrement la durite. Alors évidemment, ça ne se voit pas à l'œil, mais en réalité, ça vous fait une course sur le levier qui est plus importante quand on a des durites d'origine que quand on a du durite avia. Donc concrètement, je ne peux pas certifier, garantir que la puissance de freinage est réellement augmentée. En revanche, on sent un levier qui est moins spongieux, qui a plus de mordant. Il y a moins besoin d'aller loin pour pouvoir avoir de la puissance. Et sur la prise ABS, on a un shunt qui permet de garder les assistances et de ne pas avoir de code défaut. Vous pouvez très bien mettre, laisser votre centrale sur la moto et mettre juste le shunt. Mais j'insiste, il faut absolument mettre le shunt, sinon vous allez perdre toutes vos assistances et vous ne pourrez plus changer vos réglages si vous débranchez l'ABS sans le shunt. Voilà. On a des durites Samco en silicone, alors c'est esthétique, surtout sur ce modèle-là, puisqu'il y a très peu de durites apparentes. C'est beaucoup interne dans le moteur. Après, l'avantage de ces durites-là sur d'autres modèles, c'est qu'on a un échange thermique qui est plus important comparé aux durites caoutchouc d'origine. Voilà, là, c'est vraiment esthétique sur la moto. On a un bouchon d'essence rapide, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utilisation de la clé. Il suffit de le dévisser, voilà, et vous pouvez remplir directement avec vos jerrycans rapides pour pouvoir mettre le plein d'essence entre 2 sessions. On a le revêtement rental type carbone, qui sont des poignées qui ont un meilleur grip. Ça, pareil, c'est vraiment chaque pilote qui aime leur type de revêtement. J'aime bien ce type de poignée. Il y en a d'autres qui existent, qui sont tout aussi performants. Et on aurait pu mettre les grippes de réservoir. Ils sont prévus, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de les poser. Mais pareil, effectivement, grippe de réservoir vraiment obligatoire sur les motos de piste. Vous allez avoir sur les déhanchements, les changements d'angle, vous serez plus à l'aise. Les freinages aussi, ça va moins vous faire travailler sur les bras et vous serez moins crispé sur la moto. Et je vais vous expliquer en fait, par exemple, typiquement quand vous êtes en train de vous déhancher, en fait, vous prenez appui sur le réservoir et en fait, le fait d'avoir une peinture brillante, ça glisse. Et en plus, là, j'ai un pantalon, mais en fait, le cuir, ça glisse aussi vachement. Il y a des coques, enfin bref. Et le fait d'avoir un grip ici, ça permet de se déhancher énormément et en même temps d'avoir ce grip et de revenir facilement en fait pour les changements d'angle notamment. Voilà. Au niveau de l'habillage aussi, on n'a pas parlé, on a la bulle double courbure voilà, qui protège mieux. On est plus protégé derrière en termes de pilotage et les flux d'air nous gênent moins en phase d'accélération et c'est moins fatigant. Voilà.
Cette selle en fait elle est vissée, donc elle est amovible et donc elle est vendue telle quelle. Donc pourquoi la R1? En fait c'est parce que c'est une moto qui est à la fois extrêmement performante sans avoir à modifier des choses sur la partie moteur, qui est extrêmement fiable et qui est surtout extrêmement facile à conduire. C'est la moto la plus facile que j'ai jamais conduite. C'est une moto qui a beaucoup de puissance en bas, tout en ayant quand même de la puissance en haut, puisqu'elle a quand même 200 chevaux. Et pour avoir essayé ou quasiment tout ce qui se fait sur la route en hyper sportive, moi j'ai été bluffé par justement cette différence. Pour moi la R1 c'est le standard, je roule avec ça tout le temps. Mais quand j'ai pu avoir l'occasion d'essayer d'autres motos, je me suis rendu compte à quel point elle était facile et en même temps performante. Donc je m'explique, déjà il y a beaucoup d'assistance. Alors aujourd'hui c'est devenu le standard, mais Yamaha a été le précurseur sur les assistances, puisqu'en fait il y a une centrale inertielle qui mesure l'angle, le lacet aussi, ainsi que l'assiette. Donc tout ça, il y a des capteurs en fait, qui mesurent tout ça et qui, en fonction de ça, vont donner une réponse à l'accélération qui va être différente. C'est-à-dire que l'accélérateur il est électronique. Quand vous accélérez à fond, c'est le cerveau de la moto, l'écu, qui va, en fonction des informations des capteurs, donner la commande au papillon de gaz de s'ouvrir ou pas, et à quelle vitesse. Et tout ça, c'est aussi paramétrable. Alors, c'est ce qu'on va aller voir sur le compteur. Chacun peut se faire son paramétrage maison. Et je vais vous montrer, quand je rentre dans les réglages du compteur, en fait, on peut se faire 4, on va dire, façons de rouler. Le menu A, B, C et D. À chaque fois, dans le A, on va pouvoir décider de la puissance. Donc puissance 1, c'est 200 chevaux, jusqu'à 3, c'est 200 chevaux. Et c'est seulement la réactivité qui va changer, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les papillons vont s'ouvrir quand vous allez ouvrir les gaz. Et en 4, on en revient en 106 chevaux, donc c'est vraiment un mode pluie qui est peu intéressant. En tout cas, moi, je roule jamais avec ça. Le TCS, il y a 7 modes de réglage, 7 niveaux de réglage qui permettent de régler la différence de vitesse de la roue avant avec la roue arrière en ligne droite. Ensuite, il y a le Slide Control System qui vous permet de régler le lacet, c'est-à-dire la glisse en latérale. On peut tolérer et régler la glisse en latérale. Donc plus on monte en chiffres, plus c'est intrusif. On a le launch control, c'est le départ arrêté, ça qu'on utilise que sur la route éventuellement, mais nous sur piste on s'en fiche. Il y a le réglage du shifter up and down. Donc pour le up, on peut régler la vitesse de passage suivant qu'on est sur route ou sur piste. Donc sur piste c'est sur 1. Et sur le shifter down, on peut l'activer ou le désactiver. Le leaf, c'est ce qu'on va permettre à la moto en termes de cabrage. Donc sur 1, il n'est pas intrusif, sur 3, il est très intrusif. À 3, la moto elle est posée au sol, à 1, la moto elle cabre complètement. Et elle est forcément fatigante aussi. Alors c'est drôle sur circuit, mais c'est pas efficace. Donc en général, on va se mettre sur un mode, par exemple B. Donc là, je vais me mettre en mode, hop, je vous montre un mode B ou C par exemple. Vous voyez que le leaf il est à 2, qu'on a un power à 3, donc on a une réactivité qui est vraiment agréable. Il y a tellement de puissance que moi je considère que c'est le meilleur mode. On a un TCS à 5 sur 7. Voilà, donc on a ce que j'appelle moi un bon équilibre, un bon réglage. Voilà, et donc à chaque fois on a la liberté d'aller régler chaque mode. Vous le voyez là, hein, ça change. Cette moto est équipée d'un moteur complètement stock. 200 chevaux, c'est amplement suffisant. Et le gros avantage, c'est que c'est une moto qui est extrêmement fiable tout en étant extrêmement performante. Bien sûr, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je pars sur une R6 ? La R6 sera plus agile sur les changements d'angle, sur l'agilité globalement est mieux. La réactivité au niveau du moteur est plus douce. Donc c'est un petit peu plus facile en termes de prise en main, mais le truc c'est que vous allez tout de suite devoir commencer par mettre une ligne d'échappement et un certain nombre de pièces pour aller commencer à chercher juste un petit peu de chevaux. Parce que la moto d'origine, elle fait, je sais plus, 115. Bon, une ligne c'est vite 2000 ou 2500 € de mémoire. Voilà, on va être obligé de travailler plus, de changer plus de choses pour gagner de la puissance. Qu'une R1, c'est vrai que c'est une moto, vous avez déjà tout ce qu'il faut d'origine. Et comme
c'est extrêmement performant et que la moto a un potentiel à développer même plus que ça, là en réalité elle est presque bridée d'origine. Elle fait 200 chevaux pour la fiabilité, mais avec une bonne reprogrammation, elle peut sortir de mémoire 10 ou 15 chevaux de plus. Donc, mais forcément la durée de vie est impactée après. Là avec une moto comme ça, vous pouvez rouler, faire 5000 km avec quelqu'un de vraiment performant sur le circuit avant d'avoir besoin de refaire le moteur. C'est beaucoup. On n'en parle pas souvent, hein. Les marques disent oh, moi ma moto elle fait 220 chevaux, tout ça. Regardez bien, renseignez-vous. Quelle est la fréquence en fait pour l'entretien, refaire les moteurs. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous venez nous rencontrer. On vous donne tous nos conseils. Et puis là, on est en train de construire notre site commerçant pour référencer tous les produits dont on vous a parlé. On vous fait notre sélection et on vous explique pourquoi il faudrait les choisir et quels sont éventuellement les inconvénients s'il y en a.